Là, ça marche. Bon, vous allez bien? Ouais, super. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ouais, 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 il n'y a pas de souci. Bon, c'est cool de voir autant de monde pour un meet-up CNCF. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Bon, en attendant, c'est pour qui c'est la première, enfin, le premier meet-up CNCF ce soir? Ok, un quart, je dirais. Donc, pour le reste, vous êtes habitué au meet-up CNCF. C'est cool. C'est bon? Bon, je zoomerai s'il faut et tout pour ceux qui. Parce que j'en ai vu tout à l'heure qui regardaient là-bas. Ben merci à tous. Euh, alors, pour être complètement clair, moi, je représente une boîte qui est un gros concurrent de Backstage. OK. Euh, on propose une solution alternative que je montrerai à la fin. C'est pas vraiment le centre de ma présentation. Et voilà. Alors, moi, je m'appelle Sébastien. Vous pouvez m'appeler Sébi. Ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le milieu de l'IT. Je suis un Java champion. Je suis un développeur advocate. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, mon job, c'est de rendre les développeurs heureux. En gros, moi, mon but, je suis dans le DevRel. Donc, j'établis des relations avec les équipes de développeurs, que ce soit dans la communauté, chez les clients ou quoi. Actuellement, je suis chez DevRel et chez Porte, qui est donc un IDP, où le P, c'est Portals, parce que c'est assez marrant aussi. Hein. Moi, pendant très longtemps, j'ai travaillé chez Red Hat, où IDP, c'était Identity Provider. Je travaillais chez Keycloak. Après, d'un coup, il y a le Platform Engineering qui est arrivé. IDP, c'était Identity Internal Developer Platform. Et là, je suis dans une boîte où on fait des portals. C'est IDP, c'est Identity Internal Developer Portals. Donc, on s'en fout un petit peu. Portals, Platform, plus ou moins la même chose. OK. Et dans la vie, j'aime le jeu Half-Life. C'est le meilleur jeu au monde. Et j'ai 5 chats, je surkiffe les chats. OK. OK. Aucun rapport avec la présentation de ce soir. Mais si vous me suivez sur X ou Blue Sky, vous aurez la chance de rencontrer mes chats. OK. Alors, du coup, je ne vais pas tout de suite parler de Portals. Ça, c'est plutôt pour la fin. J'ai envie de parler plutôt de plateformes et pourquoi on crée des plateformes pour nos équipes, pour nos organisations, pour nos... enfin, quel est le but de créer une plateforme? OK. Et souvent, ce qu'on entend, c'est empowering developers. On veut rendre nos développeurs autonomes. On dit souvent en anglais self-sufficient, offering self-service. On veut que notre développeur soit capable de faire des choses par lui-même sans embêter l'équipe Ops, sans embêter l'équipe support, envoyer des tickets, il attend des semaines et des semaines avant d'avoir une réponse. Bâtir une plateforme, c'est résoudre un de ces problèmes. OK. Et un des gros aspects, c'est offrir du self-service aux développeurs. OK. Je suis développeur, j'ai besoin d'une base de données managée, je fais clic, 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 hop, au bout de 2 minutes, je l'ai. J'ai besoin d'un cube pour tester ma nouvelle feature et déployer mes pods. Tac, tac, tac. J'attends un quart d'heure et j'ai mon cluster qui est là. OK. C'est ça vraiment qu'on veut offrir avec du platform engineering.
Mais on va revenir un petit peu en arrière. On va essayer de se rappeler des moments où il n'y avait pas de self-service, où tout ça n'existait pas. Comment ça se passait au début? Donc, franchement, là, c'est un petit retour en arrière. Ça, c'est un email que j'ai un peu embelli, hein, mais qui est réel. C'est vraiment quand je travaillais sur mon premier projet en 2004 pour une grosse boîte d'assurance néerlandaise. Et j'étais ingénieur J2E à l'époque. Et chaque fois qu'on avait besoin d'un nouvel environnement pour tester nos nouvelles fonctionnalités, ben, j'écrivais un email au Ops. Je faisais Ah, salut Elmar. C'était le seul gars qui pouvait nous créer ces environnements. Je faisais J'ai besoin d'un WebSphere 4.2. Rappelle-toi qu'on vient de monter en version de JDK, qu'il y a un petit souci au niveau des bin.xml et tout. Bon, tu connais tout ça. J'ai mis le point .ir dans un folder partagé. Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Et du coup, lui, il me répondait, bah non, je suis en vacances. Je te répondrai la semaine prochaine. En attendant, tu peux demander à Robert. Bah, ça tombe bien, Robert, il est là et tout. Donc, je forward le mail à Robert. Je fais, t'as vu, Robert, ce que je viens de demander à Elmer, est-ce que tu peux t'occuper de ça pour moi? Et tout. Et Robert, il me disait, ouais, il n'y a pas de souci, je m'occupe de ça pour toi la semaine prochaine, mercredi. Donc, on imagine qu'on est le lundi. Donc, ça veut dire que je vais devoir attendre 10 jours pour avoir mon environnement de test pour mon équipe de dev et tout. En plus, il est pas super sûr sur la montée en version du JDK. Il va essayer de voir et tout. Donc, je sais déjà que ça va décaler 2 semaines et tout. Bref, ça va être la galère. Mais pour être honnête, ce n'est pas si grave que ça parce que je bosse sur un gros projet, un monolithe. On est en 2004, 2005. On fait 2 mises en prod par an max. Donc, ce besoin de self-service, je ne l'ai pas vraiment, mais on commence à le ressentir. Ça s'améliore un peu avec le temps qui vient. On a des solutions comme ServiceNow où on va pouvoir ouvrir un ticket. Okay, je suis sûr que vous utilisez tous ServiceNow, plus ou moins, à un moment dans votre carrière. C'est pas mal parce qu'il y a l'historique, il y a la traçabilité, mais au final, derrière, ça reste un humain qui doit gérer votre situation, créer votre cluster, créer votre base de données. Donc, on est quand même dépendant d'un facteur humain et c'est tout à fait compréhensible. Et encore une fois, c'est pas très très grave parce que encore une fois, là on est en 2007-2008, on est encore en train de travailler sur des gros monolithes et tout. On va en prod, ouais, comme je vous disais, 2-3 fois par an. Il n'y a pas trop. En tant que dev, moi je me concentre sur mon code et c'est tout. Et ce genre de besoins, je les ai quoi 2-3 fois par an. Mais l'IT a commencé à changer. 2005, 2006. Tout d'abord, on est parti dans le cloud. Amazon s'est rendu compte qu'ils avaient plein de ressources de computing qui servaient absolument à rien à part le Black Friday. Et ils se sont dit, ben, peut-être qu'on pourrait vendre ça aux gens pendant que nous, on ne fait pas le Black Friday. Et je simplifie l'histoire, hein, mais c'est comme ça que AWS est arrivé, quoi. Et d'autres boîtes, des clients se sont rendus compte que, bah, au lieu de se rendre fou à gérer toute cette infra en interne, ils pouvaient déléguer ça au cloud. Et c'est le début de la cloudification. Et c'est très important parce que là, on passe d'un moment où moi, je vais écrire un email à mon Ops pour avoir un nouveau serveur on-prem dans la boîte à pouvoir demander directement au cloud si j'ai besoin de ressources. Donc, c'est un moment très, très important. À côté de ça, on s'est dit, ah ouais, ton gros monolithe, c'est pas mal, mais on va découper ça en plein de petits services et on va découper ça en plein de petites équipes et tout. Et on va aller en prod 3-4 fois par semaine et on va appeler ça les microservices. Donc, on a commencé à rentrer dans l'ère du cloud native
qui en fait, c'est juste un mot super cool pour dire qu'on fait de l'informatique distribuée. Mais c'est une réalité et pour être honnête, c'est vrai que ça a apporté pas mal de flexibilité. Mais du coup, tout ce que je vous expliquais avant, le fait de demander aux équipes Ops d'avoir un environnement, d'avoir une base de données, le fait qu'on passe au statut microservices, on est passé de 1 à, je ne sais pas, ça dépend des équipes, mais ça peut aller de 10 services à une centaine de services. OK. Donc là, on peut commencer à comprendre qu'il faut donner de l'autonomie aux développeurs. Et puis, on a eu la containerisation, très, très important. Pour le développeur, ça a été génial, ça. Lui, il faisait son app sur son ordi. Avant, il était sur Windows. Il envoyait ça et il fallait que ce soit déployé sur du Solaris ou du AS400 et c'était la galère et tout. Là, il pouvait dire, OK, je fais un container, ça marche sur ma machine, ça devrait marcher en prod. OK. C'était génial. Génial pour le dev. Pour le Ops, ben, ça n'a pas vraiment changé vraiment ses problèmes. OK. Il avait toujours tous les défis qu'il avait avant. Même avec les conteneurs, c'est resté. Heureusement qu'on a eu des outils comme Kubernetes pour pouvoir gérer ça. On a eu de la méthodologie qui est arrivée aussi. Donc, tout l'aspect DevOps, on va casser les silos entre les équipes de dev, de ops, de produits, de business. On va casser les murs. On est contents, on s'aime tous entre nous et tout. Ça a plus ou moins marché. C'est pas mal. OK. DevOps, c'est génial. On a eu des méthodologies au niveau du traitement des projets IT, OK, avec l'agile. Alors, moi, j'adore le manifeste agile, OK. J'aime un peu moins les dérives qu'il y a eu après. Donc, ça, c'est vraiment un slide très personnel, juste pour vous exprimer un petit peu mon avis par rapport à la méthodologie agile. Je vous laisse juste profiter quelques instants. J'en profite pour boire un coup. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'avoue, si là, c'est le mien. Ça, j'ai booké. Ah ouais, tu crées une story dans Jira. Ouais, c'est un bug, quoi. Bref, beaucoup de bullshit et tout. C'est normal quand on industrialise l'informatique et tout. Euh, Mais du coup, la cloudification, les nouvelles méthodologies, les microservices, en fait, on crée beaucoup de charge mentale pour le développeur. Le développeur, avant, il avait juste besoin de se concentrer sur son code. Alors, moi, je suis développeur Java, hein, sur son code Java. Hop, il commettait ça sur CVS ou sur Subversion. Et après, ça partait en prod une à deux fois par an et tout. Mais là, on part en prod deux, trois fois par an. Il y a des considérations de GitOps, de sécurité. Il y a plein de choses qui arrivent en charge mentale pour le développeur. Donc, beaucoup de monde se dit, on va essayer de faciliter ça, on va créer une plateforme interne pour la boîte pour que les développeurs puissent profiter de ça. Okay. Donc, on va parler un petit peu de IDP, de Internal Developer Platform. Avant ça, si vous avez aucune idée de ce que c'est le Internal Developer Platform ou le plateforme, un livre écrit par Gregor Hoff, je vous le conseille à tous. Si vous voulez, c'est un livre pas technique du tout, mais si vous voulez avoir des infos sur ce que c'est un peu le platform engineering, toute la hype autour de platform engineering, parce qu'on entend pas beaucoup parler de ça, franchement, lisez-le, lisez-le. Il a beaucoup d'humour, il est génial. Si l'anglais vous dérange, dans quelques mois, il y a la version française du livre qui sort, il m'a dit. Donc, il est en train de travailler en ce moment sur la traduction. Mais franchement, c'est génial. Lui, il va vraiment vous donner une idée de ce que c'est une plateforme. Et j'ai pris quelques exemples de son livre. Et on ne va pas rentrer dans le détail de platform engineering parce que ça prendrait toute la soirée. Mais j'aime beaucoup parce qu'il utilise beaucoup d'analogies. Euh,
Ça, c'est un de ses premiers, dans les premiers chapitres, il dit une plateforme qu'on va créer pour ses développeurs. Et dans mon opinion, c'est le mot développeur est un peu restrictif parce qu'à mon avis, une plateforme qu'on crée dans son organisation, elle devrait avoir de l'impact sur tout le business et tout le monde devrait être capable de l'utiliser. Mais en gros, je ne vais pas détailler chaque point, hein. Elle doit être cohérente. Elle doit avoir un domaine de modèle défini. Elle doit être complète. Okay, il ne doit pas y avoir des features à moitié faites et tout. Elle doit être ouverte, facilement connectable à des nouveaux produits qui rentrent dans votre boîte, des produits SaaS. Et ça, je suis sûr que vous le connaissez tous. Nos boîtes consomment beaucoup de SaaS en ce moment. C'est très facile d'intégrer ces services dans notre plateforme. Le développeur ne doit pas se sentir piégé dans la plateforme. Moi, je suis moi-même, hein, je suis un développeur et je ne sais pas comment traduire ça en français. On dit souvent que les développeurs, en anglais, on dit ils sont opinionated. En gros, ça veut dire les développeurs, c'est les gros cons, hein. Mais il ne va pas se sentir piégé. Donc, il faut que tu peux avoir une opinion sur ta plateforme, mais à tout moment, il doit être capable de sortir de ce que toi, tu proposes. Quand tu commences à bâtir ta plateforme de base, il faut choisir une plateforme. Enfin, quand on choisit de construire son internal developer platform, il faut choisir une plateforme de base. Okay, on peut partir sur tout. Alors, moi, j'ai une opinion très, très tranchée là-dessus. Voilà. Je pense que la plateforme de base devrait être toujours Kubernetes. Qu'on aime ou pas. Alors, pour le coup, moi, je vous avoue, je suis un gros fan de Cube. C'est le gagnant, hein. Tout le backbone du cloud native partout, ce sera du Cube. Donc, si vous voulez monter une plateforme interne dans votre boîte, ben, ce serait quand même mieux que vous passiez, que vous preniez Cube comme base. Encore une fois, c'est une opinion. La semaine dernière, j'ai fait une présentation chez WeScale. Et apparemment, un des CTO n'est pas convaincu que la plateforme de base devrait être Cube. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Si vous choisissez Cube, vous aurez toutes les bases solides pour construire votre propre plateforme. Alors ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous choisissez votre plateforme de base. À partir de là, vous choisissez ou vous restez très générique. En gros, vous offrez Kubernetes comme plateforme parce que Kubernetes est déjà une plateforme de développement. OK. Vous êtes très, très restrictif. OK. Vous permettez seulement de uploader des images Docker qui sont dans tel registry, qui sont dans tel langage. OK, c'est possible, hein. Il y a des services SaaS qui fonctionnent très bien, surtout pour le grand public. En entreprise, il faut aller au milieu, il faut prendre des choix un peu audacieux, opinionated, comme on dit, qui laissent un gros choix aux développeurs. OK, mais à chaque moment, s'il le faut, il a une possibilité de sortir des choix qu'on lui conseille. Ça, je l'adore. Est-ce que votre plateforme va être une salade de fruits ou un panier de fruits? Okay, panier de fruits, c'est facile. Je prends mon panier, c'est Cube, et je mets plein d'opérateurs, des SaaS, je mets plein de services. Hop, et c'est ça ma plateforme. Ou est-ce que je réfléchis un petit peu à ma plateforme? C'est un produit, on va y revenir. Et je veux offrir vraiment des services aux petits oignons pour mes développeurs, streamliner, limiter à ce qu'ils peuvent faire, mais en même temps, ne pas les frustrer. Je vais m'occuper de ça. Là, je suis plutôt en salade de fruits. Okay, donc, c'est des questions à se poser et tout. Et le dernier que je vais vous présenter, et après, on passe au reste, c'est est-ce que ma plateforme coule ou flotte? Okay, et ça, c'est super intéressant parce que vous prenez votre plateforme de base du Cube, OK,
vous rajoutez des features, vous prenez comme plateforme de base un EKS, par exemple, un Kube Manager. Au fur et à mesure des mois, il y a des features qui vont être rajoutées dans la plateforme de base, dans Kubernetes, que vous avez implanté vous-même. Donc, à ce moment-là, votre plateforme va commencer à couler, en fait. Parce que ce que vous avez implémenté existe aussi dans la plateforme de base. OK? Et là, il n'y a vraiment pas vraiment de best practice, de bad practice. C'est juste une métrique à garder à l'œil. Dites-vous, est-ce que ça vaut le coup que toutes ces features que j'ai fait moi-même et qui sont maintenant disponibles dans ma plateforme de base, est-ce que je vais les retirer parce qu'elles sont disponibles dans la plateforme de base ou pour l'instant, ça fait sens que je les garde, je coule un petit peu pour les mois qui viennent et à un moment donné, je vais flotter à nouveau. OK? Donc, encore une fois, c'est vraiment juste des petites considérations à se poser des questions. Et encore une fois, tout ça, ça sort du livre, le lien que je vous ai montré au milieu en début de talk. Franchement, lisez-le parce que c'est franchement génial. Alors, la réalité. Ces derniers mois, j'ai pas mal voyagé dans des conférences, des grosses confs, des petites confs, des confs sur le platform engineering et tout. Et moi, du coup, je travaille pour une petite startup, donc je suis toute la journée sur le stand et tout, à faire des démos et tout. Et je discute beaucoup avec des gens, avec des développeurs, avec des platform engineering et tout. Et c'est super intéressant. Et un truc qui ressort, c'est chaque fois, je fais, alors, vous avez bâti votre plateforme interne? Ils font, ouais, ouais, ils sont tout contents et tout. Et je fais, alors, il y a de l'adoption et tout, les développeurs, ils l'utilisent. Ils font, ouais, il y en a quelques-uns et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a l'équipe là-bas, là, surtout la Rigorsa, eux aussi, ils ont fait leur IDP. Ah, ok. Et ils sont en concurrence avec vous. Bah oui, il y a de la politique et tout. Et en plus, on a tous ces services SaaS. Et ça, c'est franchement un truc que je vois de partout. C'est que vous faites faire un super IDP, il y aura une autre équipe dans votre organisation qui va aussi faire un IDP. Okay. Du coup, en réalité, vous n'allez pas vous retrouver avec un IDP, mais vous allez vous retrouver avec au minimum avec 2 IDP. Autour de ça, toute une pléthorée de services SaaS que votre boîte consomme et qui font sens aussi pour vos développeurs. Comment on va rendre nos développeurs autonomes avec tout ça? OK? Alors, encore une fois, j'ai une opinion bien tranchée là-dessus. Votre plateforme de base, c'est Kubernetes. Et alors, souvent, on dit Kubernetes, c'est un orchestrateur de containers et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Okay. Un des concepts de base de Kubernetes, c'est que je déclare une ressource et quand je la déclare, je déclare un état désiré. Okay. Je l'applique sur le cluster. Et Kubernetes est assez malin pour toujours vérifier que l'état réel et l'état désiré correspondent. S'il y a un drift, c'est lui qui s'en charge. Okay. C'est ça la grande puissance de Kubernetes. Gardez ça en tête. Et ça s'applique aux services de base de Kubernetes. Donc, quand j'ai un déploiement, que je dis que je veux 3 réplicas, s'il y a un nœud qui tombe, j'avais quelques nœuds qui tournaient chez OVH et ça prend feu. Non, je suis désolé, mais ça peut reprendre. Kubernetes est là pour redéployer mes déploiements. Okay. Mais ce qui est super puissant chez Kubernetes, et pour moi, c'est vraiment le truc qui change tout chez Kubernetes, et surtout quand on commence à parler de platform engineering, c'est qu'on peut nous-mêmes déclarer des nouvelles ressources dans Kubernetes. C'est le concept des Custom Resource Definitions. On dit, OK, j'ai mon cluster Kube qui est là, qui gère mes clusters, qui gère mes déploiements, mes pods, mes services, tout ça, mais j'ai la possibilité d'enrichir ce cluster avec mes propres ressources. Et pour ça, j'ai une ressource qui s'appelle Custom Resource Definition. Je vais pouvoir définir des nouvelles API. Et ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une API pizza pour que mon cluster Cube comprenne le concept de pizza. Je peux faire un kubectl get pizza
ça me retourne les pizzas parce que lui connaît le concept des pizzas. Okay, tout ça, je le complète avec le concept d'un contrôleur. Donc, un contrôleur, c'est lui qui va à tout moment checker qu'il y a une nouvelle ressource de ce type-là qui a été appliquée. Et ce contrôleur va pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pouvoir créer peut-être un déploiement, un service, un ingress, mais peut-être aussi appeler des services externes à Cube. Ce qui est vraiment important à comprendre ici, c'est que le pattern des opérateurs Kubernetes est un point central pour le platform engineering. C'est un des gros défis. Hein. On définit une plateforme, on a des projets, on a 10-15 projets différents. Il faut qu'on définisse un modèle de données commun qui fasse sens pour la plateforme. Ben, un des moyens de le faire, c'est de définir des CRD, des Custom Resource Definition, dans son cluster. Okay, et le contrôleur, c'est génial. En fait, c'est juste un pod hein, qui tourne. Hein. Au final, c'est un pod. Et un pod, c'est quoi? Un pod, c'est un container. Un container, c'est quoi? Ça peut être n'importe quoi. Donc, beaucoup de gens pensent que pour créer des opérateurs maison, homemade, qui font sens, il faut peut-être faire ça en Go et tout, parce que, ouais, Kubernetes, c'est écrit en Go et tout. Pas du tout. Le contrôleur, c'est un pod. Donc, vous l'écrivez en ce que vous voulez. J'ai vu des pods écrits en Bash. Et pour vous dire, j'ai même vu des contrôleurs écrits en JavaScript, pour vous dire. Non. Mais pour vous dire, on peut l'écrire en Go. Si vous êtes développeur Go, c'est super. Si vous êtes développeur Java, moi-même, je suis développeur Java. Ça fait quelques années qu'il y a le Java Operator SDK qui vient d'être sorti, qui est génial, qui a pris des erreurs un peu du SDK Operator Go. Et donc, dans vos équipes, si vous avez des ressources Java, des gens qui kiffent le Java et qui ont des idées de comment on pourrait intégrer des process, streamliner des process pour la plateforme et qui sont développeurs Java, ben, c'est disponible. Quoi. Et là, j'ai juste une heure aujourd'hui, sinon je vous ferai une petite démo de comment écrire un opérateur en Java. Je vous passerai des vidéos si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc, le couple CRD opérateur, pour moi, c'est un peu le cœur de comment on va pouvoir offrir du service à nos développeurs. Parce qu'on peut étendre l'API de Kubernetes, ça veut dire qu'on va pouvoir offrir des nouvelles façons aux développeurs de faire des demandes pour avoir une base de données où chaque fois qu'ils scaffoldent un nouveau projet, avoir tel ingress, tel deployment, tel config map et tout. On va pouvoir abstraire tout ça avec des services, avec des opérateurs. Encore une fois, on bénéficie de la puissance de Cube. C'est là où je dis que Cube est bien plus qu'un orchestrateur de containers. La grosse puissance de Cube, c'est la boucle de réconciliation. Donc, encore une fois, on définit sa propre API, on l'applique sur le cluster, et après, les utilisateurs créent des ressources d'après cette définition, et Cube fera en sorte que ce qu'on a défini comme état désiré sera respecté par le cluster. Alors ça, c'est pas mal. On va commencer à développer des opérateurs dans sa boîte parce qu'on veut faire du platform engineering et on dit, ah ouais, tout ce process-là qui implique cette personne, une base de données, un cluster, je vais pouvoir l'abstraire, je crée un opérateur qui automatise tout ça et en retour, j'offre un tout petit YAML, un custom resource que j'offre à mes développeurs qui fait 5 ou 6 lignes et ils vont pouvoir faire tout ça. Super, ils vont faire ça. À côté de ça, j'ai continué à consommer des services SaaS parce que c'est la réalité de nos jours. Hein. Chaque boîte SaaS fournit des API,
mais la plupart d'eux fournissent aussi un opérateur. Donc, c'est génial. Au lieu de consommer, je ne sais pas moi, du Jira ou du Git ou même pour créer mes clusters, je vais utiliser l'opérateur Crossplane. Je vais utiliser du Ivan pour mes Kafka, pour mes SQL, tout ça. Je cumule tout ça. Si ma boîte est vraiment dans une optique de platform engineering, ben c'est ma platform team qui va faire ça, ma enabling team qui va euh, faire des demandes aux équipes qui créent les features. Vous avez besoin de quoi et tout. Et basé sur ça, ils vont commencer à créer des opérateurs vraiment aux petits oignons pour des développeurs. Mais on tombe sur le risque de tomber sur le fait qu'au final, le développeur se retrouve avec une cinquantaine d'opérateurs sur son cluster et il ne sait pas quoi utiliser. Et surtout, certains de ces opérateurs, ils exposent beaucoup trop de choses que la plateforme team ne veut pas exposer aux équipes. Okay, donc, par exemple, une base de données, l'opérateur d'Ivan, par exemple, va exposer pour créer un Postgres tout, la région, la taille, beaucoup trop de choses que nous, en tant qu'équipe plateforme, on voudrait limiter ça à 3 régions, une taille, 2, 3 plugins peut-être Postgres et c'est tout. Okay, donc, comment on peut faire ça? Une façon de faire ça, c'est de créer un opérateur qui va opérer des opérateurs. Et ça, c'est un use case totalement valide. Mais on peut aussi commencer à regarder un petit peu les projets qu'il y a autour de la SNCF. Et un de ces projets, c'est Kratix. Donc, ça, il fait partie du landscape SNCF. Et il permet de faire de la composition d'opérateurs. Donc, en gros, on dit, moi, j'ai envie d'offrir tel service pour mon développeur, pour mon platform user, mais je sais déjà que ça dépend de 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérateurs différents. Okay, et je n'ai pas envie de leur exposer tout ça parce que, d'une part, ça leur ferait trop de charge mentale et surtout, je n'ai pas envie d'exposer tout ce que permet d'offrir cet opérateur. Donc, en gros, je vais pouvoir créer une autre custom resource definition, un promise, comme ils appellent ça, où je vais limiter le nombre d'options, abstraire au maximum. Donc, si vous êtes développeur, vous voyez un peu le pattern de façade. En gros, c'est un pattern de façade que je vais permettre d'offrir à mes développeurs, enfin, aux consommateurs de ma plateforme, et de faire ça. Donc, Kratix.io, c'est du open source, je vous le conseille. Je n'ai pas le temps de vous faire une démo là-dessus. Mais c'est une façon géniale de pouvoir composer avec les opérateurs, des opérateurs SaaS et des opérateurs maison qu'on aurait. Mais on peut vraiment offrir du service aux petits oignons pour sa plateforme, pour ses développeurs. Ouais, ça c'est les détails, comment ça fonctionne, Kratix. Ok, donc on définit ces opérateurs maison, ces promises avec Kratix peut-être. Comment on fournit ce service à nos développeurs? C'est quand même l'essence même du truc. Hein. On veut créer des développeurs autonomes, des self-sufficient developers, comme on dit. Alors, est-ce qu'on leur donne accès au cluster directement? Okay, où ils peuvent. Donc, on crée nos custom resources qui correspondent vraiment à ce qu'on peut leur offrir. Mais est-ce qu'on leur donne accès directement au cluster? Ils peuvent faire un kubectl apply my potential dangerous here. Non. D'une part, parce qu'on ne veut pas donner l'accès au cluster Cube à nos développeurs. Peut-être que nos développeurs ne savent même pas se servir de l'outil kubectl. Et peut-être que on veut ouvrir notre plateforme un peu plus large. C'est pas que des développeurs qui puissent y accéder. Peut-être des managers, des engineering managers qui peuvent aussi vouloir déployer un nouvel environnement de test pour un prospect ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, on ne peut pas leur donner accès à ça. Là, je vais passer très vite fait là-dessus parce que je veux garder un peu de temps pour faire Combien de temps il me reste?
10 minutes. Ouais, c'est très bien. OK. Donc, très rapidement, comment on rend ça disponible aux développeurs? Il faut avoir une approche GitOps. OK. Donc, je vous ai dit, pour moi, en plateforme engineering, la source de vérité, c'est les CRD, les Custom Resource Definition. Et ça, c'est vraiment une opinion tranchée, mais on est plusieurs à la partager. Est-ce que ça signifie qu'on doit appliquer ces CRD directement sur un cluster avec des kubectl apply? Non. L'approche GitOps reste la meilleure approche. Donc, en gros, on met à disposition des custom resources et un développeur, s'il veut obtenir une nouvelle base de données qui a un lien avec un cluster cube, avec un nouveau projet Jira, on va pouvoir abstraire tout ça dans un CR simplifié, mais que le développeur devra committer sur un cluster, sur un repo Git. Okay. Du coup, on se retrouve avec cette situation-là, même si on a plein de plateformes un peu dispersées de partout, du moment que toutes ces plateformes offrent un opérateur, ça veut dire qu'elles offrent un CRD, ça veut dire qu'on peut avoir un cluster control plane qui sera notre plateforme de base, notre internal developer platform, qui permettra de régler tout par un flow GitOps. OK? Ça, c'est la solution idéale. OK? Et c'est vers ça que vous devez tendre. Mais vous aurez toujours, et il y avait une très bonne question à la fin du premier talk, qu'est-ce qu'on fait si on a des vieux outils, des outils qui ne proposent pas un opérateur ou alors un petit outil interne qui tourne en prod et tous les devs ils sont partis, plus personne n'ose y toucher. On sait que ça tourne en prod, mais on a un accès API et pour sûr, on n'aura pas un opérateur là-dessus et tout. Comment on va pouvoir intégrer ça dans notre plateforme? Et c'est là que je fais mon petit plongeon dans est-ce qu'on n'utilisait pas un portail pour fournir la glue qui permet de unifier toutes ces différentes plateformes? Okay. Donc, c'est une très bonne solution. Okay. Un portail va pour moi va permettre de récolter de la data de tous ces différents services, que ce soit votre plateforme interne, vos différents services SaaS et tout. Il va pouvoir consolider ça dans un modèle de données unifié qui correspond à votre plateforme. Et bien sûr, vous pouvez développer ce portail vous seul. Vous pouvez partir sur des solutions comme Backstage. Il y a plein de solutions. Donc, moi, en toute honnêteté, moi, je travaille chez Port, qui est un service SaaS de portail. OK. Et du coup, je vais sortir des slides parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. OK. Donc, nous, on est un service SaaS qui permet de créer son portail développeur. Le principe de base, et je vais juste bouger les fenêtres Zoom là qui m'embêtent. Alors, je pars du point d'entrée du platform engineer, celui qui va bâtir la plateforme. OK. La chose la plus importante, c'est de définir le domaine de sa plateforme. Okay, le domaine de données de sa plateforme. Il faut traiter sa plateforme comme un produit. Vous l'avez sûrement déjà entendu, mais c'est tout à fait vrai. Et qui dit produit dit un domaine de modèle défini. Et avec Port, on va pouvoir faire ça facilement avec le principe de blueprints. Okay, donc, en gros, on définit ces blueprints. Là, je vous en montre un. Celui-là, il est assez complexe, mais c'est là où vous passerez plus de temps. Et on va définir, en fait, on va ingérer différentes sources de données. Ça peut être mon repo Git, mon Jira, mon PagerDuty, n'importe quoi. On ingère vraiment beaucoup de données et on va pouvoir mapper ça sur des blueprints. Okay. Et la puissance, c'est qu'on va pouvoir créer des relations entre les différents blueprints. Et du coup, des données qui n'ont rien à voir
ensemble dans la vraie vie, ok, mais qui ont un sens vraiment pour votre plateforme, dans Porte, vous allez pouvoir les définir. Donc, vous les définissez là. Et encore, j'ai aucune intention de bâcher Backstage, mais là, ça se fait en no-click, en no-code. Vous pouvez faire du clic et vous avez votre blueprint. Bien sûr, c'est exposé en API, c'est exposé avec du Terraform, mais vous n'avez pas besoin d'avoir 5 devs en React pour maintenir vos plugins, votre domaine. Okay, donc, vous créez votre domaine, vous créez vos data sources pour ingérer des données. Donc, en gros, j'ai besoin d'un cube pour ingérer des données, j'ai besoin de toutes mes données GitHub. Et tout ça, on va pouvoir le consolider dans dans un seul modèle de vue. Et du coup, ça nous permet d'avoir des choses comme, moi, je travaille sur le service payment par exemple. Et là, du coup, on voit en une seule fois la puissance d'avoir un portail de développeurs. Je travaille sur le service payment, mais en un clic, j'ai la vue de tout ce qu'il me faut. Je sais si mon produit en ce moment est en prod, qui a fait le dernier commit, le lien vers le Slack, qui est en call. Je peux savoir, petit truc à la con, mais j'aime bien, on embed le README du GitHub. OK. Si j'ai des API qui sont exposées, elles sont directement embeddées ici. On a parlé des scorecards tout à l'heure dans le talk d'avant. Je peux définir mes propres scorecards pour chacun de mes blueprints. C'est moi-même qui définis mes scorecards. Et la puissance, c'est que je peux vraiment ingérer des données de sources différentes, de Jira par exemple, de PagerDuty, de GitHub, de mes cluster cubes, et je peux créer les scorecards qui correspondent vraiment à mon organisation. Là, c'est la version démo. Hein. Ce que je vous montre ici, c'est la version démo. Vous pourriez y aller, pas besoin de sign up et tout. Je vous donnerai des petits Lego tout à l'heure. Si vous scannez le QR code, vous arrivez sur ça. C'est ma petite partie corporate. Mais en gros, tout ce qui est Dorametrics, on a tout ça. Vous les définissez vous-même. C'est vraiment à vous, par rapport aux données que vous ingérez, que vous pouvez créer vos scorecards. C'est super simple. Pour chaque service, donc, ce que j'ai envie de montrer, en fait, c'est qu'un service, c'est... En fait, on est au-delà du service catalogue où on crée une liste de tous mes images qui sont dans mon registre interne. Là, on peut vraiment créer de la vue consolidée. Pour chaque entité, on peut dire, hey, qu'est-ce que c'est les workloads en ce moment qui sont en prod? Quelles sont les pull requests qui sont ouvertes en ce moment pour ce projet-là? Est-ce que j'ai des Jira issues qui sont ouvertes pour ce projet-là? Est-ce que j'ai des pager duty incidents en ce moment? Des dependencies? Est-ce que je peux avoir une vue un peu plus globale de mon service? Donc, tac, tac, tac. Est-ce que je suis encore connecté à Internet? Ouais. On va dire que ça va le faire. On va dire que c'est Internet qui l'a. 5 minutes? Ça marche. Voilà. Donc, je peux avoir aussi une vue comme ça. Du coup, tac, tac, tac. J'ai mon service payment, checkout. Ben là, je vois qu'il consomme un peu je vois qu'il consomme du Kafka, qu'il a du Argo CD, qu'il a du PagerDuty. Donc, encore une fois, des choses qui n'ont rien à voir dans la vraie vie ensemble, okay, qui sont un peu disparates, mais qui font sens pour le développeur et pour la plateforme. On va pouvoir les rassembler ici sur un seul écran. Un autre écran que j'aime beaucoup aussi, c'est Scylla, par exemple. Donc ça, c'est juste des exemples. Encore une fois, c'est complètement ouvert. Vous créez les dashboards que vous voulez. Du moment que vous avez vos blueprints et vos data sources, que vous mappez ça à vos blueprints,
vous créez les blueprints, enfin les dashboards que vous voulez. Celui-là, je l'aime beaucoup, par exemple, c'est juste un exemple là, c'est Plan My Day. Je suis dev, je me log le matin. Ah, je vois mes PR qui sont ouvertes, celles où je dois encore commenter, mes tasks Jira, les projets sur lesquels je travaille. Et j'ai un manager qui aime bien faire un petit summary tous les jours et qui va pouvoir le mettre là, ici aussi. OK. Donc, tout ça, c'est un service SaaS. Hein. Donc, ça ne pourra pas tourner dans votre infra. Je préfère être clair là-dessus. C'est très facile de se créer son propre exportateur de données. Si quelque chose n'existe pas, on en a plein de dispo, mais je peux vous montrer là. Hein. Hop, on a bon, tout ce qui est guide providers. Vous voyez, on a vraiment une grosse liste. Mais s'il n'y a rien de dispo, si vous avez vraiment un truc custom, ben, vous pouvez facilement créer votre propre exportateur. L'API est vraiment simple. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur des exportateurs sur MCP. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de MCP. C'est le nouveau truc cool de 2025. Hein. Donc, en 2024, c'était les RAG. Je parle de GenAI. Hein. 2025, ce sera MCP. Donc, franchement, c'est très facile de créer ses propres exportateurs. On est presque à la fin. Pour faire un tout petit retour sur ce que je vous disais au début sur les SRD, un truc super cool dans Porte, c'est que quand on a un exportateur Kubernetes, qui est en gros juste un contrôleur Kubernetes, on peut lui dire, hey, détecte-moi tous les CRD de ce groupe ou de cette qui ont tel label ou telle annotation et s'il te plaît, exporte-moi ça tout à porte, crée-moi les blueprints, crée-moi les self-service actions parce que ça, c'est un truc que je ne vous ai pas montré, bien sûr. Un autre aspect très important d'un portail, c'est de pouvoir faire du self-service. Je dis, par exemple, j'ai besoin de... Alors là, je vois rien du tout parce que j'ai mon Zoom devant. Kubernetes. Non, attendez. C'est énervant ces petits zooms là devant. Create a developer end. Par exemple, je peux faire ça. J'ai dit, j'ai besoin d'un environnement qui s'appelle Seb pour ma team Spider-Man et j'ai besoin de ça pour juste une journée pour le service environnement. Execute. OK? Ça, c'est du vrai self-service pour les développeurs. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on collecte du payload d'après le form et nous, on ne va pas vraiment initialiser le cluster cube, c'est pas notre job, quoi. Ce qu'on va faire, c'est on va titiller en fait un back-end qui fera ce job-là. Ce back-end-là, ça peut être un GitHub Action, un GitLab Pipeline. On a aussi la possibilité de poser ce payload. Donc, en gros, si je viens ici, j'édite, je choisis mon back-end. Je peux aussi lui dire, ben, tout le payload que je collecte de ce self-service action, je vais le poser sur un topic Kafka. OK? Donc, vous choisissez vous-même. Et encore une fois, c'est complètement flexible. S'il y a une approche no-code. Et juste, j'ai encore une minute pour finir. Ouais. On a parlé de Backstage avant. OK? On est au courant. Backstage, c'est clairement un concurrent à nous, mais c'est aussi nos amis. Et ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est là, je démarre un Backstage. On a créé un plugin porte pour Backstage où on peut facilement. Alors là, je vous montre juste un exemple. Et encore une fois, local host, c'est, je pense, 3000, hein, vu que c'est du.
vu que c'est du Node. Hop, plein de my day. Voilà. En gros, on a créé un plugin très simple. Vous pouvez définir vos blueprints, vos dashboards, tout ce qui est compliqué, qui nécessiterait 10 ingénieurs React et tout. Non, non, vous faites ça en no-clic côté porte. Et nous, on a créé un plugin très, très simple qui permet de consommer des données qui arrivent de porte dans Backstage. OK? Donc, on a ça de dispo aussi. Donc, si vous avez investi beaucoup de temps dans Backstage, et en général, c'est entre 18 et 24 mois d'après mes feedbacks, hein, et en général, les gens, ils ont un peu le syndrome de Stockholm avec Backstage, hein, et en même temps, c'est génial comme produit et tout, mais sachez que vous n'êtes pas complètement prisonnier de ça. On offre un plugin pour pouvoir consommer, et ça va aussi dans l'autre sens. Si vous avez du Backstage, vous voulez migrer vers du port, on va pouvoir faire ça aussi avec notre plugin Backstage. C'est tout pour moi. Je vais vous laisser profiter de la fin de la soirée. Je suis dispo pour vos questions. J'ai des stickers, des petits figurines de Lego avec un QR code qui vous emmènera sur la démo que je vous ai montrée. Et Smaïn, tu veux faire une petite conclusion? Et je peux prendre des questions, bien sûr. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre 2 questions, exactement. 2 questions, ok. Et si vous en avez plus, vous pouvez venir me voir après. Hein. Merci beaucoup pour la présentation et félicitations pour le produit Port. Donc, très rapidement, c'est stupéfiant. Il y a énormément de… le catalogue, il est très vaste. Bravo. Maintenant, comment vous gérez les incompatibilités, les suivis, les mises à jour? J'ai l'impression de voir plus une distribution Linux qu'un service SaaS. Voilà. Merci. Ouais. Non, mais je comprends ton impression parce que là, je t'ai montré la Open Demo qui est d'ailleurs, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est juste un clickable démo qui montre vraiment tout ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, tout réside dans la façon dont tu vas définir tes blueprints. Okay, c'est ça le moment le plus crucial quand tu vas définir ta plateforme. Et pour le coup, on va vraiment, nous, quand on a un nouveau client, on va vraiment travailler plusieurs semaines avec lui et l'aider à définir ça. C'est pas pour me la péter, mais un de nos derniers clients, c'est GitHub. Tous les développeurs de GitHub viennent de passer à Porte. Et on a passé 4 mois avec eux à définir tous les blueprints qui correspondraient à ça. Et une fois qu'ils ont les blueprints, bah, c'est à eux de créer leur dashboard et tout. Donc, voilà. Mais tu as raison là, tu as vu beaucoup de choses, mais c'est un travail, il n'y a pas de magie, quoi. Il faut définir son domaine de modèle qui correspond à sa boîte, quoi. Sonar aussi, c'est un de… Pardon? SonarCube aussi, je crois. Qui sont passés Et SonarCube vient d'être un de nos clients aussi, ouais. Continue la conversation du Oui. coup là-bas. Je tenais encore à remercier Back Market et Anthony spécialement pour son aide. Merci. Voilà. Et n'hésitez pas à venir ici, prendre un sticker de porte et un Lego. Surtout, les Lego, ils sont super cool. Il y a un petit Lego.